other dignitaries in this. Mesdames et messieurs, chers dignitaires dans cette assemblée, merci pour votre présence. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cet événement sur la croissance inclusive et le développement durable en Afrique, une collaboration entre la Banque africaine de développement, l'Agence de développement de l'Union africaine, ODA-NEPAD, ainsi que la Commission de l'Union africaine. Nous sommes suivis tant à partir de cette salle que de l'Internet. Alors, nous avons un groupe plutôt important de participants. Ce que nous ferons, c'est qu'après les propos liminaires, nous allons passer une vidéo qui présentera la session. Puis, Their brief opening ceremony. Puis nous aurons une brève cérémonie d'ouverture. Et au nom du président de la Commission de l'Union africaine, je ferai un discours et le vice-président de la Banque africaine de développement fera, entre autres, un discours d'ouverture au nom du président du groupe de la Banque africaine de développement. Nous aurons ensuite le panel que je modérerai. Et ce panel sera précédé par une présentation du président en charge de complexe la gestion du savoir, le vice-président en charge de la gouvernance économique, M. Kevin Ourama. Moi-même, je suis le président de la commission pour le développement économique, le commerce, le tourisme, l'industrie et les ressources minières au sein de la Commission de l'Union africaine. Je suis Albert Muchanga. Donc, à présent, nous allons voir la vidéo. For decades, African economies have experienced fluctuations in their GDP growth rates, with some periods raising hopes that Africa was rising. Those periods of optimism have repeatedly been overshadowed by external shocks that have led to a downward trend in GDP growth rates within a short time span. The African Union's Agenda 2063, the African Development Bank's High Five Strategy, and the United Nations Sustainable Development Goals of 2030 all champion the principle of accelerated, inclusive, and sustainable development. And each institution has its own mission towards a prosperous Africa based on inclusive growth and sustainable development. The AU Commission, the African Development Bank Group, and the African Union Development Agency NEPAD are thus partnering on a multi-sector study to detail key actions required to place each African country on a path of 7 to 10% annual GDP growth maintained over the next 40 years. We need to create sustained growth to build resilient economies capable of mitigating a relenting combination of internal and external shocks while ensuring environmental sustainability. This is the thematic knowledge event, Key Actions to Achieve Inclusive Growth and Sustainable Development in Africa. The reformation starts now. Thank you very much. Merci beaucoup. Le message est très clair, tel qu'énoncé dans cette courte vidéo. Et
Mon message sera très bref. Quand vous considérez l'agenda 2063 de l'Union africaine, la première aspiration porte sur la croissance inclusive et le développement durable en Afrique. La prospérité de l'Afrique à travers la croissance inclusive et le développement durable. Cela fait 10 ans que nous mettons en œuvre l'agenda 2063 et nous avons estimé qu'il est temps de traduire cette aspiration en activité programmatique. D'où le partenariat. Certains d'entre vous avaient participé à la session où le président du groupe de la Banque africaine de développement a fait des déclarations au cours de ces assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. L'un des points clés de ces discours est que l'Afrique doit connaître une croissance à 2 chiffres. Il l'a dit de manière répétée, il a dit, partons de 7 à 10% et voyons si nous pouvons atteindre et maintenir ces niveaux. Ce qui est encourageant, c'est que parmi les économies qui connaissent la plus forte croissance au monde, la moitié se trouve en Afrique. Mais le problème essentiel, c'est que ce nombre de pays ne suffit pas à réduire la pauvreté en Afrique. Pour ce faire, nous devons accroître le nombre de pays africains et d'économies connaissant ces niveaux élevés de croissance qui soient inclusives et qui protègent l'environnement dans lequel nous vivons tous. Nos experts nous disent qu'il est possible que l'Afrique connaisse des taux élevés de croissance parce que nous partons d'un niveau de revenus bas. Toutefois, pour atteindre et maintenir ces niveaux de croissance, il nous faut accroître les investissements et les relever du niveau actuel de 20% à 40%. C'est très ambitieux, c'est très élevé comme niveau, mais des précédents historiques existent à cet égard. L'une des économies connaissant la plus forte croissance au monde est la Chine. À une époque, la Chine a dédié 47% de son PIB sur une période de 10 années aux investissements et le miracle est visible pour tous. Pour que l'Afrique accroisse ce niveau d'investissement, les ressources domestiques sont importantes. Il nous faut renforcer les capacités de mobilisation des ressources domestiques. Et nous le faisons dans un environnement difficile. Il n'y a pas si longtemps, j'ai participé à un autre panel sur l'administration fiscale en Afrique. Et le message de ce panel était qu'annuellement, l'Afrique perd environ 200 milliards de dollars à travers les incitations fiscales aux investisseurs. En outre, l'Afrique perd 90 milliards de dollars en raison des flux financiers illicites hors du continent. Donc, si vous additionnez
200 milliards de dollars et 90 milliards de dollars. L'hémorragie se poursuit. Il y a 10 jours, la Banque mondiale a publié une étude sur les exportations, les pratiques d'exportation actuelles en Afrique. L'Afrique continuant d'exporter ses matières premières. Et le message clé là, c'est qu'il y a une sous-performance de 60%. Donc, il nous faut renforcer. Et c'est ce que dit l'étude, dit la mobilisation des ressources domestiques pour veiller à financer cette situation, entre autres activités à mener. Un résultat encourageant, c'est que le forum de l'administration fiscale d'Afrique a vu la participation de 27 pays qui essaient de voir s'ils peuvent recouvrer de leur argent en réglant les problèmes des vides juridiques et en promouvant l'accès aux informations. Et à travers ces efforts, ils ont pu recouvrer 3,8 milliards de dollars pour le compte de ces 27 pays africains. Alors, quand l'on considère les flux financiers extérieurs de 290 milliards de dollars, si nous pouvons trouver des mécanismes systémiques pour recouvrer ou conserver cet argent, nous pourrons avoir une base financière domestique forte pour financer la croissance inclusive et le développement durable, de même que renforcer les capacités en matière d'administration des exportations. Par ailleurs, si nous renforçons les capacités pour nous assurer que toutes les sociétés et les citoyens paient leurs impôts en bonne et due forme et à temps. Et pour conclure mon propos, je voudrais souligner le fait que l'étude a été rendue possible par une forte collaboration entre le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, et le président du groupe de la Banque africaine de développement, son Excellence Adesina. Partant de cela, nous avons collaboré étroitement pour mener cette étude au point où elle en est, et notre objectif est de finaliser le travail à l'échéance de décembre de cette année. Et à travers des panels comme celui-ci, nous soumettons ce travail à l'examen d'experts. Et nous aurons le même exercice lors du forum des ministres des Finances, de l'intégration et du plan. Puis, l'étude sera soumise au sommet des chefs de l'État d'Afrique en février de l'année prochaine. Et puis, nous ferons un travail d'appropriation au niveau national, de sorte que ce travail fasse partie des programmes nationaux. Et ce sera un programme phare du plan de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, le but est d'avoir une Afrique prospère qui soit inclusive, intégrée et qui connaisse un développement durable à l'échéance 2063. Je suis ici et aussi en qualité de modérateur. Aussi, je voudrais
inviter l'intervenant de la Banque africaine de développement, ma sœur, à faire sa présentation. Madame, vous avez la parole. Good morning, Your Bonjour, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je suis Marie-Laure Aquino-Logmade, vice-présidente au sein de la Banque africaine de développement, et j'ai le plaisir de faire le discours d'ouverture pour le compte du président Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement. Je suis ravi de vous inviter et de vous souhaiter la bienvenue à cette activité sur la croissance inclusive et le développement durable en Afrique. C'est une collaboration entre le groupe de la Banque africaine de développement, la Commission de l'Union africaine et l'Agence de développement de l'Union africaine, OUDA NEPAD. Je voudrais saluer Son Excellence, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Quand il m'a contacté pour proposer cette recherche, ma réponse a été un oui, sans réserve, parce que pour améliorer les niveaux de vie, de développement, accroître, réaliser la croissance inclusive et atteindre les ODD, l'agenda 2063 est clair. Pour que cela arrive, l'Afrique doit maintenir un niveau de croissance à 7% dans les 2 à 3 prochaines décennies et éradiquer la pauvreté. Ceci est difficile, mais pas impossible. Selon la Banque africaine de développement, selon le rapport 2023 sur les perspectives économiques pour l'Afrique, il y a eu un ralentissement de la croissance en Afrique à 2021. 41 sur 54 pays africains ont connu une croissance plus faible en 2022 comparé à l'année précédente. Cependant, nous attendons un rebond en 2023 et encore en 2024. Cependant, nous devons reconnaître que les fluctuations de croissance connues par le passé, certains pays ont connu des croissances remarquables, comme a été dit par mon frère, le commissaire Muchamba. Nous devons apprendre de ces exemples pour bâtir un avenir qui assure la croissance durable et la prospérité. Nous savons que notre continent a eu son lot de difficultés, la stagnation de croissance, la baisse de croissance et même des catastrophes. Et ces statistiques nous rappellent le travail qui doit encore être fait. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation mondiale fort complexe et incertaine au niveau de la santé, des finances, du contexte socio-économique, toutes choses freinant notre progrès vers l'attente des ODD, de l'agenda 2063 et même de nos priorités High Five. Le triple défi de la COVID, des conflits, growth pillars. Les 3 C du président Adesina ont affecté nos exportations, nos finances et la situation de la dette, les investissements directs étrangers et l'assistance au développement. Mais en reconnaissant les défis auxquels nous sommes confrontés, nous devons également reconnaître le potentiel énorme et les opportunités que possède l'Afrique. Et je voudrais mentionner la jeunesse dynamique de notre continent, qui a l'une des populations les plus dynamiques au monde. Et ce changement au niveau démographique
porte des espoirs de dividendes démographiques, une force de production plus importante ainsi que des coûts de production plus faibles. Notre jeunesse est notre plus grand atout et c'est pour cela que nous devons lui donner tout ce qu'il faut pour faire avancer notre continent. Deuxièmement, je voudrais mentionner la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine qui va changer la donne à l'horizon 2030. Elle pourrait accroître de 50% les échanges intra-africains et rapporter plus de 35 milliards de dollars. Nos exportations agricoles et industrielles pourraient se voir renforcées à hauteur de 45 milliards et 21 milliards de dollars respectivement. Et ces chiffres reflètent un avenir plus radieux en matière de coopération commerciale en Afrique. Nous sommes également dotés de ressources naturelles abondantes qui, si elles sont gérées de manière responsable, pourraient apporter d'importants revenus et favoriser la création d'emplois. Nous connaissons les statistiques. L'Afrique dispose de 30% des réserves minérales du monde et est richement dotée en matière de terres, d'eau, de forêts, de biodiversité et que sais-je encore. Nous avons tout cela et cela constitue la fondation sur laquelle nous pouvons bâtir un avenir prospère et radieux. Mesdames et messieurs, cette étude servira de feuille de route vers l'avenir, un avenir dans lequel chaque pays africain pourra atteindre un taux de croissance de 7 à 10% au cours des 40 prochaines années. Mais la croissance seule ne suffit pas. Il nous faut traiter la question de bonne gouvernance, d'inégalité et de pauvreté. Nous avons la responsabilité de faciliter les transformations structurelles vertes, la diversification et la promotion de la durabilité environnementale. Il nous faut une Afrique économiquement viable, socialement équitable et économiquement durable. Ceci constitue un jalon important de notre trajectoire parce que l'étude va présenter les résultats à cette auguste assemblée. Le rapport final sera bientôt présenté au chef d'État et au nom du président Adesina, je voudrais exprimer notre profonde gratitude au professeur Albert Muchanga, commissaire en charge du commerce à l'Union africaine, ainsi que Kevin Ourama, vice-président du complexe économique et de gestion du savoir au sein de la Banque africaine de développement pour leur leadership dans la réalisation de cette étude. Pouvons-nous les applaudir? Dans les prochains temps, vos contributions seront utiles pour peaufiner cette étude et permettre à l'Afrique de trouver le juste équilibre entre les dimensions économiques, sociales et environnementales tout en reflétant notre dotation diversifiée et nos aspirations. Alors, avançons ensemble, unis dans notre mission de bâtir l'Afrique que nous voulons. Amorçons une nouvelle ère de prospérité partagée et faisons de notre continent un foyer de progrès et d'espérance pour tous les Africains. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup, madame.
Est-ce qu'on peut encore l'applaudir, s'il vous plaît? The statement well delivered. Allocution qui vient d'être prononcée, qui contient des messages clés. On continue et à ce stade, on va suivre une présentation et j'inviterai le vice-président, économiste en chef, le professeur Kevin Mourama, qui va bien vouloir nous faire cette présentation. Je vais vous indiquer que hier, j'ai été nommé professeur par Monsieur Adesina. J'ai accepté ce titre. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi que de vous faire cette présentation sur les conclusions de cette étude, sur les actions clés pour la croissance inclusive et les développements durables en Afrique. Comme l'a rappelé Monsieur le Commissaire Mouchanga, il s'agit d'une étude qui est le produit de travail d'experts internationaux sur la croissance inclusive et le développement durable. Ils sont trop nombreux, je ne peux pas tous les mentionner. L'objectif de cette présentation est de vous demander si vous avez des commentaires, des propositions, de les faire afin que l'on ait des solutions inclusives sur le croissance inclusive en Afrique. On vous invite à le faire pour que nous puissions travailler tous ensemble. Le plan, on va parler de l'engagement de l'Afrique pour la croissance inclusive au-delà du court terme. On va aussi jeter un regard en arrière et essayer d'identifier les domaines dans lesquels nous avons eu de bons résultats et ceux qu'il va falloir améliorer. On va parler des défis et des opportunités qui vont nous permettre de déterminer les éléments clés qui feront partie de ce modèle. Et puis il y a les objectifs de cette étude, les conclusions qui ont été proposées par les auteurs et on a tiré des conclusions de cela. Ici, vous avez les engagements, je ne vais pas revenir là-dessus. Je crois que la présentation du président Adesina et la présentation ainsi que le commissaire Mouchanga ont parlé de cela. Il y a l'agenda 2063 pour une Afrique inclusive et prospère, le DD8, le développement inclusif en fait partie, les high five de la Banque africaine de développement, et aussi cela qui va stimuler la croissance inclusive verte en Afrique. Et vu ce qui se passe un peu partout dans le monde et à la lumière des documents qui existent, on constate que les pays qui ont un taux de croissance de 7% sur 40 années ou plus, ce sont ces pays qui sortent de ce cercle vicieux de la pauvreté et qui continuent à créer une transformation structurelle de leurs économies et assurer la durabilité de leur croissance. C'est ainsi que l'on a déterminé cet objectif, 7%. Et ensuite, la croissance durable dont nous parlons, il ne s'agit pas seulement de passer au vert, il s'agit d'établir un lien entre le social, l'économique et l'environnemental. Dans le cadre de la croissance, l'inclusivité pour nous n'est pas seulement inclure le genre et d'autres secteurs économiques, il s'agit aussi d'inclure les aspects sociaux, environnementaux, tous ces écosystèmes qui sont absolument nécessaires si on veut assurer la durabilité de la croissance à l'avenir. Alors, quels sont les défis que nous connaissons? Eh bien, hier, on en a parlé et on a dit qu'il pouvait être optimiste sur la résilience des économies africaines en dépit des défis que connaissent beaucoup des pays, aussi au-delà de la moyenne mondiale. Nous sommes assez proches de la situation en Asie. Maintenant, si vous examinez ce que vous voyez à l'écran à droite, vous voyez qu'il y a une certaine volatilité. Et cette volatilité de la croissance africaine constitue une préoccupation importante puisque l'Afrique monte et baisse aussi. Alors comment, dans cette situation, on pourra poursuivre
notre trajectoire. C'est ce que nous avons essayé d'identifier dans cette étude. Maintenant, si vous examinez cela sur certaines décennies, vous essayez d'analyser cette croissance en fonction des décennies et vous comparez cela à d'autres régions. Ici, vous avez plusieurs pays africains qui ont réussi à atteindre 7 à 10% de taux de croissance sur une ou deux décennies. Et il n'y a aucun pays africain qui a pu assurer cela sur 3 décennies. Alors que dans d'autres régions, vous avez la Chine, vous avez Singapour et d'autres pays qui ont réussi à le faire. Autrement dit, nous voulons mener des études de cas pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans ces pays, voir ce qu'ils ont fait et qui pourrait aussi nous inspirer. Et aussi étudier les pays africains qui ont obtenu ces hauts pourcentages, ceux qui figurent ici à droite, et ce qu'ils ont fait pour atteindre cet objectif de 7% de croissance sur 2 décennies. Et ensuite, que s'est-il passé pour expliquer la chute de cette croissance? Pourquoi est-ce que cette question est en fait au cœur de cette étude? Ici, je vous donne quelques exemples de certains pays, parce que pour la Chine, par exemple, nous savons qu'il y a eu en moyenne une croissance de 8% de 71 à 2021. Ça, c'est la Chine. Singapour, la Corée du Sud, ce sont des exemples récents de cette transformation qui pourraient nous inspirer. Et maintenant, en Afrique, vous avez aussi des pays qui peuvent être intéressants. La Guinée équatoriale passée de 3,4% et était passée à 29,9%, ce qui était très impressionnant. Mais cela, a duré dans les années 90 et ensuite ça a baissé. Aujourd'hui, ce pays connaît un taux de croissance négatif. Alors, que s'est-il passé dans ce pays? Voilà le type de questions que nous posons. Mais ici, il ne s'agit pas de faire un agrégat de ce qui se passe en Afrique. Je crois qu'il faut examiner chaque pays pour revoir quelles décisions ont été prises. Et là, on constate qu'il y a la même chose qui s'est passée. Il y a certains pays africains qui ont assuré une trajectoire à la hausse pendant des décennies. Qu'ont-ils fait? Et ça pourrait inspirer les autres, le Botswana, le Cap-Vert, l'Égypte, la Tunisie et d'autres pays également. On n'a pas mentionné tous les pays ici pour ne pas donner trop d'exemples, mais vous voyez qu'il y a des pays qui ont avancé. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Et puis vous avez des pays qui ont connu une chute. Donc, il faut tirer les enseignements des succès, des échecs, ainsi déterminer les éléments qui nous permettraient d'avoir une forte croissance. Ici, vous avez un écran qui est intéressant parce que pour le long terme, si on constate comment l'Afrique a pu prophétiser de la croissance, la financière, l'architecture financière internationale qui a été mise en place après la Deuxième Guerre mondiale pour aider la transformation économique et la réforme structurelle, vous voyez que l'Afrique se trouve un peu en marge. Vous voyez en rouge où se trouve l'Afrique par rapport au reste du monde. Mais vous avez aussi des zones commerciales qui sont assez remarquables. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cela? Autrement dit, l'Afrique a continué à occuper une part moindre dans le commerce international. Alors, comment nous trouver notre place dans le contexte commercial? Comment modifier nos politiques pour obtenir plus de place? Si vous examinez ce qui s'est passé en 1950, vous avez en noir l'Afrique et c'est en chute. Aujourd'hui, on ne représente que 3% du commerce international. Comment expliquer cela alors que d'autres régions occupent 15, sinon plus 15% du commerce international? Que font-ils que nous ne faisons pas? Et puis, il y a l'indice du capital humain. On trouve cela aussi des données sur le continent. Encore une fois, que font les autres régions que nous pourrons aussi améliorer à notre tour? Et puis, il y a la productivité en Afrique qui figure ici en bas par rapport à d'autres régions. On a choisi ici l'agriculture qui représente 60% des populations africaines. Et puis, vous avez la valeur ajoutée, la manufacture et les autres secteurs. On retrouve
le même schéma. Voilà les défis, si vous voulez, qui expliquent que l'Afrique aujourd'hui est en situation économique stagnante et en ce qui concerne la transformation structurelle du continent, on n'avance pas. Alors vous voyez les structures des économies, elles n'ont pas beaucoup évolué. Et lorsque vous analysez cela par région, vous vous rendez compte que l'Afrique de l'Est a des résultats meilleurs que d'autres. Alors que fait l'Afrique de l'Est que d'autres ne font pas? Il faut tirer les enseignements de tout cela. Alors un message qu'il faut retenir peut-être ici, c'est que les chocs de court terme que nous connaissons, la Covid-19, les 3C dont on a parlé, les conflits, le changement climatique et d'autres tempêtes ne sont pas vraiment les sources du retard de l'Afrique. Ils ne viennent qu'exacerber les structures qui expliquent en fait cet échec et il faut s'y attaquer pour aller de l'avant. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en moment de crise, eh bien, c'est un moment aussi d'innovation pour beaucoup de pays qui ont pu aller de l'avant. Il suffit de voir ce qui s'est passé en matière de commerce après la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis et comment on a pu profiter de cette opportunité qui est une crise pour avoir une forte croissance. C'est la même chose qui s'est passé en Europe. Il faut en tirer les enseignements. Alors pourquoi est-ce que l'Afrique a une histoire différente? Ce qui ressort de cette étude, c'est les capacités institutionnelles, l'administration publique, la gestion du budget, des finances, questions qui ont été évoquées par le professeur Muchanga, la transparence, la redevabilité, la corruption, la gestion économique, l'efficacité dans la mobilisation des fonds et bien là, ce sont des domaines où il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce sont ces domaines sur lesquels il faut réfléchir parce que nous savons que les institutions dans l'économie représentent un coût dans le pays. Alors lorsque l'on parle que le coût du capital est plus élevé en Afrique qu'ailleurs, eh bien, ce sont les structures institutionnelles qui expliquent cela. Il faut créer des marchés, avoir de meilleurs résultats économiques, mais aussi comment introduire l'innovation dans tout cela, le comportement de ces institutions, tout cela dépend des institutions qui sont en place. Donc, il faut se concentrer sur la manière dont on met en place nos institutions afin de stimuler la croissance durable sur notre continent sans que cela ne soit des à-coups. Et puis, il y a les flux externes aussi. La deuxième chose qu'il faut retenir ici, c'est la recherche et l'innovation. Recherche et innovation qui stimule le changement partout en Afrique. Et aujourd'hui, en moyenne, investit 0,5% en recherche et développement dans la plupart des pays africains. Maintenant, si vous voyez ce que font les autres pays, les autres régions, ils investissent beaucoup plus en recherche et développement. Donc voilà, il faut trouver des mesures pratiques qui nous permettraient d'aller de l'avant et rejoindre les autres régions, les autres pays. Avec ce manque d'investissement en recherche et développement, on sait par exemple que les brevets représentent peu de choses sur le continent. Or, on sait que les marchés versent des redevances en respectant les droits de propriété intellectuelle. Donc on parle beaucoup de transfert des droits de propriété intellectuelle, mais aussi il faut créer la propriété intellectuelle sur le continent, et cela est possible. Ensuite, on en a parlé cette année, ce que j'appelle ici l'énigme des matières premières. Vous avez tous ces potentiels qui existent ici, et pourtant l'Afrique reste pauvre par rapport aux autres régions. Il y a une chose qui ressort de notre analyse. Ici, vous avez un chiffre à droite sur l'Afrique de l'Est qui a échappé à la récession en dépit de la Covid-19. L'Afrique centrale a de bons résultats. Puis de l'autre côté, vous avez la proportion du capital naturel qui existe dans cette région. L'Afrique de l'Est n'a pas un capital aussi élevé que l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, ou même l'Afrique australe. Mais les résultats restent bons à cause de la diversification de leurs économies. C'est la cause de cette croissance. Autrement dit, avoir du capital naturel n'est pas suffisant, ça n'est pas une condition préalable de la croissance. Il faut en faire une richesse économique. Et une des raisons de cela, c'est que le prix réel de la plupart des matières premières que change l'Afrique avec le marché international, ses cours ont baissé.
Et vous avez aussi l'aspect volatilité. Vous avez des cours qui vont dans tous les sens et du coup, le taux de croissance du PIB est resté lui aussi volatile. Et donc, il faut y réfléchir, voir comment nous allons profiter de notre capital naturel pour aller de l'avant. Je ne vais pas aborder ces autres écrans, mais juste pour vous dire que les matières premières sont déterminantes pour la croissance économique, le pétrole par exemple et d'autres matières premières dont on a besoin pour l'énergie, l'alimentation, etc. Donc si cela est volatile et si les cours de matières premières augmentent, eh bien, ou baissent plutôt, la pauvreté ne fait que s'aggraver. Et on en a parlé hier et il y a 2 jours. Et en fait, ce que je voulais vous dire ici, c'est que progresser dans la chaîne de valeur, c'est augmenter les ressources financières. Je ne vais pas insister là-dessus. Voilà des pays qui exportent du cuivre en Afrique. Vous avez la Zambie, vous avez l'Afrique du Sud. Leur part des exportations du cuivre est importante. Et la valeur de cela est très faible par rapport à cette chaîne de valeur. Et ce n'est pas seulement ce secteur qui est concerné par cela. Et puis, il y a des infrastructures, les déficits infrastructurels, c'est cela qui est déterminant pour la productivité. Et pourtant, nous avons besoin de 100 milliards de dollars pour combler ces déficits des infrastructures. Je vais vous remettre cette présentation tout à l'heure. Alors, on parle aussi beaucoup des facteurs exogènes. Le changement climatique, oui, c'est un fait, c'est une réalité, mais ça peut être aussi une opportunité. La sécurité, la géopolitique, les retombées de ce qui se passe sur les marchés, tout cela, ce sont des chocs exogènes et on ne pourra pas maîtriser cela en tant qu'Africain, mais on peut traiter des autres éléments que nous avons identifiés. Sur cette base, vous avez ici les objectifs qui ont été déterminés par cette étude, identifier les éléments clés, les barrières, les obstacles, et aussi trouver des solutions, explorer les synergies, la complémentarité qui existent au sein de nos politiques elles-mêmes. Il ne s'agit pas de créer de nouvelles politiques, mais plutôt faire des recommandations, des actions clés qui doivent être mises en place. Nous avons donc structuré ce rapport ainsi avec 11 chapitres. Je vous invite à examiner cela: développement du capital humain, agriculture, l'agro-industrie, capital naturel, capacité des États, des institutions, facteurs externes, développement des infrastructures, capital, investissement, tout cela, et également les outils de suivi d'évaluation dont on a besoin. Ensuite, vous avez les conclusions et les recommandations. Maintenant, quelles sont les conclusions? Eh bien, l'Afrique a eu de bons résultats en ce qui concerne le développement du capital humain, avec un indice de 0,40 qui se rapproche de cette moyenne mondiale qui est de 0,57. Dans le rapport, vous avez le détail de tout cela. Lorsque ce rapport sera publié, vous aurez une analyse de cette formation du capital humain, quelle intégration est faite pour les infrastructures. Chapitre 3, et bien là, on voit que l'infrastructure constitue une contrainte par rapport au commerce et l'intégration régionale, 0,2 pour ce qui est de l'indice. Et ensuite, vous voyez à l'écran ce que la SLECAF, dont on parle beaucoup, porte sur les politiques et les désirs de nos pays. Vous avez le détail là-dessus, vous avez l'agriculture également, je ne vais pas insister là-dessus. Nous savons que c'est l'essentiel des emplois créés en Afrique, et puis à la productivité, manque de technologie, etc. Et aussi, il faut parler de l'impact du changement climatique. Pour le capital des entreprises, l'Union africaine a beaucoup insisté là-dessus, je ne vais pas vous parler de cela. On a vu comment tirer parti de cela, capital naturel maintenant. Ça a été un des chapitres qui est discuté dans
le rapport sur la perspective économique, c'est un domaine clé sur lequel nous devons travailler pour aller de l'avant. L'industrialisation, la manufacture, nous avons un grand expert ici, le professeur Badji, qui pourrait nous dire un mot là-dessus peut-être. Et en fait, si vous lisez ce chapitre, vous verrez qu'il existe des opportunités qu'on a ratées en Afrique, mais qui nous permettraient d'aller de l'avant si on pouvait les exploiter et les différents moyens qui nous permettraient d'aborder cette question. Le financement, de la croissance, on en a parlé, de la fiscalité, la mobilisation des ressources internes, ainsi que ce que l'on voit dans le reste du monde, et puis les fuites que nous voyons aussi. Ça, c'est un domaine auquel il faut s'attaquer. Puis vous avez les moteurs externes. On en a parlé aussi, donc je ne vais pas là aussi insister. Le troisième point, en revanche, je voudrais dire un mot sur les flux de capitaux et les conditions financières mondiales. Lorsque l'on parle de dette, par exemple, on vous a dit qu'il y a eu volatilité, il y a eu dévaluation des monnaies qui sont un élément important pour le service de la dette sur le continent. Ça a passé à plus de 10% des recettes de l'État. Ensuite, vous avez le suivi et l'évaluation avec des outils et il faut avoir des outils parfaitement clairs qui permettraient à l'Union africaine ainsi que les États membres de suivre attentivement les progrès réalisés par chaque pays. Donc nous avons besoin de ces modèles de croissance pour chaque pays avec des objectifs clairs, des orientations également. Alors que doit-on faire sur le continent? Il y a plusieurs choses qu'on propose déjà à la suite de cette étude. Il faut renforcer les capacités, c'est la priorité. Renforcer les capacités de l'État, assurer la stabilité macroéconomique, ce sont les deux grandes priorités. Mais il nous faut aussi continuer à développer le capital humain. Il est important de travailler sur le commerce, l'intégration régionale avec des progrès déjà, mais il faut faire plus. Dialoguer avec le secteur privé, on en a beaucoup parlé au cours de ces assemblées annuelles, dépendance vis-à-vis des ressources naturelles, comment en tirer parti pour assurer la croissance, la digitalisation de nos économies, cela pourrait nous être utile. Aussi comment mobiliser les jeunes et les femmes, donc profiter du dividende démographique dans le continent. Et ensuite, il y a des études de cas particulières pour les États africains qui ont obtenu de bons résultats, qui peuvent être une source d'enseignement, mais il y a aussi des exemples en Europe qui pourraient être utiles. Et puis, il y a la gestion financière structurelle. Et la banque tient compte de cela en créant une académie de gestion financière ainsi que d'autres innovations qui ont été mentionnées par le président dans ses remarques liminaires. Bref, il s'agit de mettre des arrangements en place qui permettraient à l'Afrique d'atteindre cet objectif de 7 à 10% de croissance pour les décennies à venir. C'est possible à la lumière de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il y a un certain nombre de choses qui doivent être réalisées en matière de politique. C'est mentionné ici. Je ne vais pas entrer dans le détail de tout cela. Je voudrais conclure sur ces quelques mots. Lorsque on connaît des difficultés, on connaît aussi des opportunités d'innovation. C'est Einstein qui l'avait dit cela. On ne peut pas utiliser une vieille carte pour explorer le nouveau monde. Donc, il faut envisager ces nouveaux modèles de croissance pour les pays africains, pour le continent, parce que les modèles actuels ne peuvent pas assurer une croissance durable. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il faut qu'il y ait une redistribution des recettes, des revenus. Ce ne sont pas mes mots, ce sont des mots de sages qui ont étudié les économies, les sociétés. Et sur ces mots, je vous invite à vous tous, mesdames et messieurs les ministres africains, mais aussi les États membres régionaux, nous avons besoin de votre expérience, de vos connaissances. On vous demande de vous joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions créer un nouveau modèle de croissance pour l'Afrique et ainsi atteindre le développement durable, inclusif en Afrique. Sinon, on ne pourra pas atteindre les ODD. Merci.
Applaudissons notre orateur, s'il vous plaît. Thank you very much. Je vous remercie, monsieur le professeur Orama. À ce stade, nous allons passer à la discussion de panel. J'inviterai donc certaines personnalités à venir ici au podium. Nos panélistes, tout d'abord, il y a Madame Oulimata Sarr, ministre de l'économie, du plan, de la coopération, gouverneur du Sénégal au sein de la Banque africaine. Ensuite, il y a Madame Cheryl Orban, directrice générale, développement économique de l'institution financière internationale du Canada. Troisième panéliste, c'est Monsieur Tochiyuki Nakamura, premier vice-président chargé de l'Afrique au sein de la JICA. Je vais entamer ces discussions dans l'ordre suivant et c'est la même question que je vais poser à vous tous. Vous avez pu suivre la présentation, écouter les commentaires qui ont été faits par le professeur Orama. Alors, dites-nous, quelle a été votre réaction générale? Plus précisément, que pensez-vous être les sujets essentiels pour atteindre la croissance inclusive et le développement durable en Afrique pour les 40 années à venir? Très bien, merci. Je voudrais tout d'abord vous dire que nous avons accueilli ce commissaire au Canada la semaine dernière au cours d'un dialogue sur la politique commerciale. C'était merveilleux et on a suivi une excellente présentation sur ce rapport. J'aimerais entrer dans le détail en ce qui concerne l'approche du Canada. Ça peut être utile de partager ces informations avec vous. Utiliser les informations du présentation comme celui-ci a fait que le Canada en fait a évolué. Nous avons utilisé ces informations pour ajuster nos politiques. Il s'agit de notre politique d'assistance extérieure et on parle surtout de croissance pour tous. Notre programme donne une priorité à l'Afrique. Les domaines pour lesquels nous avons mis l'accent et comment est-ce que nous le faisons? Eh bien, il s'agit de renforcer les petites et les moyennes entreprises. On le fait pour ce qui est des entreprises dirigées par les femmes, les jeunes. On leur assure un accès au capital. On les aide à la mise en place de réseaux et aussi du mentorat. Et on dit aussi qu'il est extrêmement important d'aborder cet aspect dans des situations fragiles, complexes, parce que dans le cadre de cette politique d'assistance aux jeunes et aux femmes, c'est de toucher les plus vulnérables et ils sont vraiment très impactés par les conflits ou le changement climatique. Et je crois qu'on l'a dit aussi dans la présentation, pour cela il faut s'attaquer aux structures institutionnelles. Il est important de s'y attaquer. Notre ministère combine le commerce, les affaires étrangères et le développement. Nous avons fusionné il y a environ une décennie pour favoriser le partage de connaissances et nous réfléchissons à la façon de faire le commerce de manière de plus en plus inclusive avec l'idée que tout le monde au sein de la société doit pouvoir profiter des accords commerciaux et du commerce en général. Et nous voulions avoir des informations
à partir de consultations. Nous voulons des dispositions transparentes. Par exemple, certains de nos accords commerciaux ont des sections spécifiques sur le genre pour que le bénéfice du commerce touche absolument tout le monde. Et nous avons un plaidoyer autour de ces questions à l'endroit de la communauté internationale. Nous abordons la question agroalimentaire, c'est important également pour le continent, les petits exploitants agricoles, notamment les femmes. Ici, je voudrais parler du déficit au niveau des emplois. Et il y a quelques années, l'un de nos ministres a parlé d'engagement à $1 million. De nombreuses femmes sont empêchées de contribuer à nos économies et nos économies en souffrent et le Canada pousse dans ce sens. Et en ce qui concerne les infrastructures de qualité, le Canada travaille avec ses partenaires pour apporter des solutions avec des infrastructures de manière bien réfléchie, de sorte que cela profite à tout le monde et atténue les impacts négatifs pour certaines populations. Merci. Merci beaucoup, Madame. À présent, je passe à Madame la ministre Sarr. La même question. Vous avez écouté et entendu. Quelle est votre réaction générale? Et que pensez-vous qu'il faudrait comme action clé pour réaliser la croissance inclusive et le développement durable en Afrique? Merci beaucoup. Je pourrais dire que le Sénégal pourrait être à l'illustration de cette présentation au cours de ces dernières années. Là, le Sénégal a eu une croissance maintenue à 6%, sauf pendant la COVID à 1,8%. Et déjà, en 2021, on était à plus de 6%, 4,1% en 2022 en raison de la guerre en Ukraine et ses conséquences dans notre économie. Et maintenant, en 2023, le Sénégal fait partie des 10 premiers pays. Nous nous attendons à une croissance à 10%. Des institutions plus prudentes parlent de 8%, mais il est très clair que nous sommes sur une trajectoire d'émergence. Le Sénégal dispose d'un plan de développement national très ambitieux, axé sur 3 piliers. L'un concernant le changement de la structure de notre économie. Nous parlons de transformation structurelle. Deuxièmement, l'investissement dans le capital humain. Certaines personnes savent que le Sénégal dépense 75% de son budget dans l'éducation et la formation professionnelle et troisièmement, la paix et la stabilité. Et ceci a été bien traduit dans la présentation. Il faut traiter les questions de politique, le cadre réglementaire, comment rendre son pays attrayant et comment promouvoir l'état de droit et l'accès à la justice. Deuxièmement, les compétences. Tout le monde en a parlé. Comment rendre nos citoyens plus productifs. On le fait en investissant dans le capital humain. Et troisièmement, le financement. Et en tant que ministre qui en a la charge, on va y revenir, c'est un aspect important. Comment accéder au marché? On a une union au niveau régional et puis au niveau continental. Comment collaborer? Et puis, il y a les infrastructures, l'énergie, les routes, la technologie et dans l'ensemble. Ces 5 piliers ont un fil conducteur qui est le même. Les données, on ne saurait partager le savoir, élaborer des politiques et prendre des décisions éclairées si l'on ne peut collecter de données de manière régulière. Les objectifs de développement durable, pour ceux qui le savent, l'agenda convenu pour à l'horizon 2030 atteindre certains objectifs
dispose de 169 indicateurs sur lesquels il faut rendre compte et tous les pays ne peuvent pas rendre compte de tous les 169. Le Sénégal rend compte de 85 indicateurs. Donc, je travaillais dans une institution où on se demandait pourquoi les gouvernements ne font pas ceci, ne font pas cela. Et quand j'ai été nommé, j'ai réalisé que la plus grande contrainte des gouvernements sur ce continent, ce ne sont pas les idées, ce sont les ressources. Investir dans l'éducation requiert beaucoup d'argent, les infrastructures requièrent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a une polarisation du débat. On parle de climat. Demandons-nous aux États africains de choisir entre le climat et le développement, en particulier quand, sur la question du climat, nous n'avons pas de responsabilité historique quant au changement climatique. L'ensemble du continent ne contribue qu'aux émissions qu'à 3%. Donc, il est crucial de tirer parti des pays qui se portent bien pour voir comment on apprend du niveau mondial. On parle beaucoup d'architecture mondiale des finances parce qu'on sait que ce qui manque le plus, c'est l'argent, ce sont les finances. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre Assar. Nous poursuivons avec Monsieur Nakamura. Vous souhaitez que je répète la question ou bien vous y allez? Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci d'abord pour cette formidable opportunité de ce matin. Je dirais que selon le propos liminaire et la présentation, j'ai vu que c'est une approche holistique du continent, se projeter sur 4 décennies. Je pense que c'est formidable. Et sur l'étude, je note l'importance de la stabilité du continent. Si nous arrivons sans la stabilité du continent, le développement durable de la société et de l'économie sera difficile. Dès lors, je voudrais recommander que l'on réfléchisse au concept de ne laisser personne pour compte sur le continent. Ceci devrait être une clé du développement durable du continent. Et nous sommes confrontés à une ère d'incertitude avec des risques multiples et complexes, y compris la pandémie, la guerre en Ukraine, ainsi de suite. Et malheureusement, on s'attend à une autre série de ce type de crises. Et donc, nous devons nous préparer à une autre série de crises. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est un problème important et pour ce faire, l'investissement dans le capital humain est très important, en particulier sur le continent. La jeune génération croît en nombre si elle est formée, si elle est instruite et si elle se voit donner des chances et des opportunités. Cela va constituer l'espérance du continent. Alors, je voudrais aussi inclure l'augmentation de la résilience du continent. Donc, il faut penser à cet égard à l'investissement dans le capital humain. Je voudrais dire une autre chose, c'est que 40 années, c'est une période plutôt longue. Donc, il y aura un changement spectaculaire au niveau du continent africain. Peut-être dans 4 décennies, l'Afrique pourrait être un leader du monde. Donc, il faut penser en termes de nouveaux rôles du continent à l'échelle mondiale et ce serait une bien belle idée partant de ce rapport. Si je puis ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui que la plus grande menace pour la paix, c'est la pauvreté. Donc, il faut investir dans la
prévention et il s'agit de donner des moyens de subsistance à vos populations, l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'espérance et à des perspectives. Et les gouvernements peuvent y arriver en investissant dans les projets sociaux. Et je suis tout à fait d'accord avec lui que la paix est extrêmement importante, mais elle doit se réaliser à travers la lutte contre la pauvreté. Quand nous avons adopté l'agenda de l'Union africaine 2063, c'était une période de 50 ans, de 2013 à 2063. Et nous étions encore à plusieurs décennies, nous étions déjà à plusieurs décennies d'indépendance de l'Afrique. Et pour rendre les choses matérialisables, il nous fallait élaborer des plans décennaux de mise en œuvre. Et cette activité dont nous parlons maintenant sera l'un des programmes phares de l'agenda 2063 dans sa deuxième année de mise en œuvre. Je ne sais pas si je serai encore vivant, mais la jeunesse ici sera vivante. Et donc, le focus est sur cette projection pluridécennale. De sorte que quand l'Afrique aura atteint un siècle d'indépendance, nous pourrons nous poser la question de savoir si nous avons rendu l'Afrique prospère, inclusive et environnementalement durable. Et vous avez tous relevé des questions pertinentes de la présentation, la question de développement du capital humain, le développement des compétences, la question de l'inclusivité à travers les PME, PMI, l'interdépendance régionale et internationale. Voilà ce qui est ressorti de vos interventions et en particulier la question de la gouvernance institutionnelle qui est très importante. Et tout ce que vous avez dit est parfaitement conforme à la présentation qui a été faite. Alors, pour avancer, je voudrais poser une question à chacune de vous. Et voici la question. Quels sont les secteurs et les facteurs qui contribuent de manière générale à la croissance inclusive et au développement durable en Afrique? Et dans les pays à revenus faibles, à revenus intermédiaires, en transition, des pays exportateurs de pétrole, exportateurs nets de pétrole. Est-ce que la présentation aborde convenablement ces questions? On va commencer par M. Nakamura. Merci pour la question. C'est une question difficile à répondre, mais je voudrais mentionner une chose. Comme je vous l'ai dit, nous devons nous concentrer sur la résilience, bâtir des sociétés résilientes en Afrique. Et pour ce faire, bien entendu, nous devons nous concentrer, réfléchir à impliquer le secteur privé et, de même que je l'ai dit, la jeune génération est un atout essentiel pour le développement. Je pense aux start-up. Je pense que la jeune génération est très intéressée par l'entrepreneuriat actuellement. Et quand nous avons notre événement de présentation de start-up que nous appelons Ninja, beaucoup de jeunes gens lèvent la main et apportent des idées. Et ce genre d'idées les motive à être des entrepreneurs sur le continent. Et donc pour nous, GK, nous collaborons avec Auda Nepad pour abriter ce que nous appelons les solutions locales pour identifier
les entrepreneurs promoteurs du continent et leur apporter les compétences. Et j'ai entendu parler du plan de la BAD de mettre en place une facilité en direction des entrepreneurs. Donc, nous pourrions faire le lien entre notre activité avec Audan NEPAD et avec la BAD et inviter des investisseurs du Japon, de l'Allemagne et d'autres pays développés. Et donc, nous employons ce genre de plateforme à motiver la jeune génération du continent. Alors, je voulais juste mentionner ce seul secteur parce que c'est très difficile. Mais voilà, je pense que cela va donner de l'espoir à la jeune génération que de se lancer dans l'entrepreneuriat dans la prochaine décennie. Merci beaucoup. La même question pour la ministre Sarr. Je ne suis pas sûr de pouvoir pleinement répondre à la question. Mais le Sénégal est un pays à faible revenu qui a découvert du pétrole et du gaz et qui très bientôt deviendra un pays à revenu intermédiaire parce que nous lançons la production dès novembre et nous avons l'ambition de devenir un pays à revenu intermédiaire avec une classe moyenne. Il y a beaucoup de pays à revenu intermédiaire sans classe moyenne où la richesse n'est pas partagée. Alors nous, au Sénégal, nous envisageons de faire la transition de pays à revenu faible vers le statut de pays à revenu intermédiaire. Notre président Macky Sall est convaincu que pour ce faire, il faut collaborer avec le secteur privé. Et comme vous le savez, le secteur privé dans nos économies est complexe. Il y a plusieurs niveaux. Vous avez essentiellement le secteur informel à la base, non immatriculé, ne payant pas ses impôts. Et donc, il faut voir comment, en tant que gouvernement, nous transformons la base, la pyramide, en entrepreneurs prospères. Et puis au milieu de la pyramide, nous avons les PME qui ont constitué un facteur de croissance de la Chine et des autres. Et donc nous voulons avoir un nombre critique de PME. Nous avons notre politique à cet égard au Sénégal. Et puis au sommet, nous avons les champions qui ont accès à des marchés plus importants, qui s'aventurent sur les marchés régionaux, continentaux et planétaires. Et comment nous pourrons soutenir cela? Et tous les secteurs sont importants. Nous pensons que le secteur énergétique au Sénégal va nous permettre de passer par exemple du gaz à l'électricité, par exemple du gaz à l'énergie. La productivité est l'une des contraintes dont parlent les PME. Nous savons que l'agriculture est importante pour la souveraineté alimentaire. Le Sénégal consommait des céréales locales, le sorgho, le mil, etc. Et donc, avec la crise en Ukraine, il est temps de revisiter nos céréales sans gluten et travailler sur la coopération sud-sud. Pour terminer, pendant la COP de l'Égypte, le Sénégal est rentré avec du blé résistant à la sécheresse. Et parce que, pour tester cela, parce que vous savez, tout le monde a du mal à avoir des semences. Et les semences reçues de l'Égypte nous ont aidés au Sénégal, ça se porte très bien, et nous voulons arriver à nous nourrir nous-mêmes. Merci. Merci beaucoup. À présent, nous allons passer à Madame Urban. La même question. Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que mes homologues parlaient de réaliser la paix
en luttant contre la pauvreté. J'aurais bien aimé que mon ministre fût ici parce que mon ministre était ici récemment et c'est exactement ce qu'il dit. Et il aurait aimé entendre ceci parce qu'il pense que c'est ainsi qu'il faut approcher la question. Alors, sur cette question que vous venez de poser, comme les autres panélistes, je dirais que je ne sais pas s'il faut identifier un secteur en particulier, mais je voudrais partager le prisme que nous appliquons à cette question. Nous voulons toujours aborder les questions de manière holistique. Au lieu de faire un travail cloisonné et essayer après de coller les morceaux. L'autre chose, c'est que nous abordons les choses à différents niveaux. Et l'un de ces niveaux, c'est le ménage. Et donc, il faut bâtir la résilience économique au niveau des ménages. Et là, nous pensons qu'il est important de mettre l'accent sur l'inclusion financière, la diversification des moyens de subsistance, l'accès au marché des familles, l'investissement dans le capital humain, s'assurer que les gens aient les compétences et la formation dont ils ont besoin. La protection sociale est importante pour les populations et même encore au niveau des ménages, l'assistance à l'adaptation face aux risques climatiques qui affectent tout le monde. Au niveau de l'État, nous sommes très actifs et ceci revient à la mobilisation des ressources à tout niveau de financement. On parle du secteur privé, on va faire davantage à ce niveau, rendre les ressources disponibles. Je pense que l'un de nos programmes les plus intéressants, c'est la budgétisation basée sur le genre qui peut avoir des impacts importants sur le mode de planification. Le Canada essaie de traiter la question aussi de la dette souveraine et nous y travaillons à travers nos partenariats internationaux. C'est très important aussi de garder à l'esprit les ODD. Dans le panel antérieur, je n'ai pas parlé il n'a pas été question de ceci, mais sur la question des données, c'est vraiment important. Nous voulons toujours avoir des données désagrégées par genre. Ça, c'est très important pour la prise de décision. Merci. Merci beaucoup. Je suis sûr que le professeur Urama sera ravi de voir que les interventions sont en accord avec la présentation du rapport. Et vous avez tous les trois parlé du lien entre le développement et la paix. Sans paix, il ne saurait y avoir de paix sans développement, ni de développement sans paix. Et c'est essentiel. Et vous avez tous, autant que vous êtes, mis l'accent sur l'innovation dans la réflexion, l'innovation dans les activités telles que la promotion des startups et la mobilisation du secteur privé pour contribuer au développement durable et la question essentielle de la sécurité alimentaire comme point de départ. Sans la capacité de nous nourrir par nous-mêmes, tout le reste devient extrêmement difficile et l'approche intersectorielle impliquant tout le monde et toutes les institutions, cela est très essentiel. Nous passons donc à la prochaine question et je vais commencer par la ministre Sarr. Quelles sont les barrières internes ou externes qui affectent les périodes de forte croissance en Afrique et comment traiter ces barrières de manière durable. Ok, plutôt que de répondre à la question, je voudrais lancer un appel. Récemment, ces derniers temps, toute la conversation sur le financement a porté sur la notation de crédit. Les banques multilatérales de développement et les institutions financières internationales sont très préoccupées de notation. Je suis triple A, je dois rester triple A et à cause de ce focus, oui, si j'ai
une bonne notation, je peux me rendre sur les marchés, mobiliser à faible coût les ressources et prêter à taux faible aux États membres. La réalité, cependant, que nous voyons, c'est que les mêmes notes vous empêchent d'avoir une plus grande exposition à mon pays et à ses besoins. On vous dira non, vous ne pouvez pas donner toutes vos ressources au Sénégal parce qu'il y a une grande exposition. Donc, il faut que les banques multilatérales de développement recentrent le débat sur le développement et continuent de prendre des risques avec nos économies parce que nous considérons qu'ils sont les prêteurs de dernier recours susceptibles de nous aider à financer les projets qui peuvent transformer nos pays. Et je ne voudrais pas qu'ils se transforment en banques commerciales plus soucieuses de leurs notes que du développement. L'autre chose que je voudrais mettre sur la table, c'est que, bien entendu, il y a ce sentiment d'urgence sur la question climatique, mais il y a également ce sentiment d'urgence quant au développement. Nous reconnaissons que le changement climatique est un problème. Nous en vivons les conséquences et nous devons pouvoir dire à nos populations que les questions de changement climatique impliquent des changements. Nous ne saurions passer à 100% du jour au lendemain aux énergies renouvelables, quoique le Sénégal soit richement doté. Notre mix énergétique est à 32% renouvelable. Donc, nous sommes déjà de bons citoyens quant à cette exigence de biens publics planétaires. Mais nous ne saurions faire cela avec nos maigres ressources quand l'essentiel des ressources se concentre dans l'hémisphère nord. Donc, les pays qui en ont la volonté, comme le Sénégal, devraient être accompagnés avec des financements considérables. Merci. Merci beaucoup. À présent, nous passons à M. Nakamura. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais dire que vous avez parlé de barrières et que vous parlez des risques récents. Qu'est-ce qu'il s'est passé quand est survenue la pandémie ou la guerre en Ukraine? Ce genre d'événement. Nous avons mis en place des systèmes de production sur le continent, de sorte que oui, il a été dit plus tôt que la ZLECAf va changer la donne pour la résilience du continent. Parce que si ça fonctionne comme il convient, la compétitivité du continent sera absolument accrue et elle pourra se mesurer à d'autres pays sur d'autres continents et sera ainsi mieux préparée à d'éventuels nouveaux défis. Donc, la ZLECAf pourrait constituer un espoir du continent pour l'échéance de 2063. Et j'aimerais dire aussi, une fois de plus, que l'espoir du continent, c'est la jeune génération de l'Afrique. Elle attend l'opportunité de se former et vous savez qu'il y a eu beaucoup de changements avec les nouvelles technologies importées en Afrique. Et la jeune génération adopte très vite la nouvelle technologie.
et pourrait constituer les, les innovateurs, pas seulement de l'Afrique, mais pour le reste du monde. Donc, je voudrais dire, veuillez s'il vous plaît leur donner l'opportunité de participer à l'innovation à travers les startups. C'est l'une des solutions auxquelles je pense. Merci. Oui, il y a plusieurs obstacles, certes, mais je crois une barrière importante, c'est d'avoir une croissance non exclusive. Ça devient une difficulté. Et lorsque l'on pense à la croissance économique, il faut que cela soit durable, bien sûr. Nous devons avoir une viabilité de long terme, des avantages sociaux et environnementaux, mais en faisant ces investissements, il faut que cela touche tout le monde, les plus vulnérables, les filles, les femmes, et le moment est venu de le faire, je crois. Nous avons eu des chocs importants, nous nous sommes rendus compte que pour la jeunesse, nous devons faire ces différentes distinctions. Il y a plusieurs moyens de le faire. C'est peut-être un peu surprenant, je répète la même chose, mais je crois que si on veut avoir une croissance inclusive, c'est investir dans les filles et les femmes et aussi se concentrer sur les jeunes. C'est cela qui présente un potentiel énorme. Et puis il y a la transition verte, bien entendu. Et je terminerai sur le commerce et l'intégration régionale. Cela porte beaucoup d'espoir, je crois, et on pourra en tirer beaucoup. Et ce qu'a fait le Canada, je vous ai parlé de notre approche du commerce et comment cela a évolué, mais dans nos efforts, on essaye d'essayer les pays qui négocient pour que ces pays en développement aient les capacités de faire du commerce. Nous leur apportons un soutien à leur politique nationale, à la réglementation, créer les infrastructures nécessaires. Et je terminerai en vous disant que le mois dernier, nous avons fait une contribution à l'OMC, à un fonds fiduciaire pour les subventions de la pêche. Ça a été très intéressant, je crois. Nous voulions apporter cette contribution et nous, en tant que ministère, nous avions le sentiment que nous faisions un meilleur travail en abordant la question du développement et du commerce en même temps. Merci beaucoup. Merci du soutien du Canada à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, notamment avec ses accords sur la pêche. J'ai travaillé étroitement avec la directrice de l'OMC qui, elle, mène ce processus. Et il s'agit de mobiliser les États membres de l'OMC pour qu'ils ratifient cet accord sur la pêche de l'OMC d'ici le mois de décembre. La pêche est une activité économique sur le continent et je crois que nous pourrons profiter de ce processus. Sur cette question, on a abordé plusieurs facteurs également et je crois que l'un d'eux, c'est cet appel à l'action. Il s'agit d'améliorer les systèmes de notation du crédit pour ce qui est des pays africains, c'est important, et aussi pousser les institutions multilatérales de développement de rationaliser le processus de développement dans nos activités quotidiennes. Cela permettrait d'accroître le financement de long terme concessionnel. Et ce qu'a dit Jeff Sachs là-dessus est que la Banque mondiale et d'autres institutions de développement devraient être transformées pour qu'elles puissent prêter $1 milliard chaque année, 100 milliards de dollars pour financer le développement. La question de l'inclusivité a été reposée, il faut autonomiser les femmes, les jeunes, on a pris bonne note de cela. Et puis le développement des marchés régionaux, c'est aussi
un élément important. Si on ignore l'intégration régionale du continent africain, et bien à ce moment-là, on ne sera pas assez puissant. Tous ces éléments doivent être inclus dans notre travail. Il ne faut pas oublier le dérèglement climatique, bien entendu, c'est notre devoir de le faire, même si l'Afrique reste l'émetteur le plus faible de ces gaz à effet de serre. Mais il faut que cela devienne durable. Alors, Madame Urban, on vous pose une question contre Madame Sarr et Monsieur Nakuma. Selon vous, quel est le rôle et les responsabilités des différentes parties prenantes pour le court, le moyen et le long terme afin d'appuyer les pays africains pour qu'ils réalisent la croissance inclusive et le développement durable? Je crois qu'on a donné un exemple tout à l'heure lorsqu'on a parlé du rôle et des responsabilités. Il s'agit de différents types de partenariats. Alors je dirais que pour le Canada, un moyen pour nous de le faire, c'est d'établir des relations bilatérales avec chacun des pays africains, orientées sur les priorités des pays, entamer un dialogue là-dessus pour essayer de tenir compte des réalités de chaque pays. Et ça, c'était mon exemple, je crois, de nos partenariats avec les organisations régionales également, parce que cela permet d'échanger les connaissances, les compétences, et c'est essentiel. J'ai répondu à deux questions tout à l'heure en donnant des exemples sur l'engagement multilatéral de Canada, à l'OMC, le G7, et avec toutes les institutions de financement international. C'est important. Dans une réponse précédente, j'avais dit qu'il y a différents niveaux dans lesquels nous sommes impliqués, au niveau communautaire, au niveau des États. Et j'ajouterais peut-être pour terminer que parfois, pour des gouvernements comme le Canada ou les gouvernements du G7, nous avons affaire ici à des questions systémiques auxquelles il faut s'attaquer. Les résultats pour le développement demandent du temps et donc il est important que les gouvernements prennent des engagements et investissent sur le long terme. Je crois que la plupart des organisations bilatérales sont d'excellents partenaires pour cela, ainsi que les organisations financières multilatérales. Madame Sarr, merci beaucoup. En ce qui me concerne, cette conversation sur le dialogue à entamer pour le développement durable, eh bien cela doit être mené à deux niveaux. Au niveau des pays, il faut qu'il y ait une démocratie vibrante où tout le monde participe à la prise de décision, les jeunes, les femmes, les organisations de société civile, dialogue avec le secteur privé également, faire en sorte que vous avez de bonnes relations au plan bilatéral, régional et au sein du continent. Le deuxième niveau de cette discussion, le président Sall le rappelle, c'est au niveau mondial. Vous savez que le président de la Commission de l'Union africaine a répété à plusieurs reprises que l'Afrique mérite un siège au G20, où l'on prend des décisions à caractère économique, où l'on parle des finances internationales. Et il faut qu'on participe à cette discussion. Le président Macky Sall a également expliqué qu'il fallait réformer le système des Nations Unies, puisque c'est là où l'on parle des ODD. Et au cœur de tout cela, vous avez le Conseil de sécurité, les pays qui ont gagné la guerre en 1945, qui émettent des vétos sur telle ou telle décision et décident pour les autres. Donc cette réforme a plus d'ampleur, il faut qu'il y ait plus de personnes autour de ces tables, l'économie mondiale a beaucoup évolué, et donc il faut associer plus d'acteurs à l'avenir. Aujourd'hui, on parle des BRICS, par exemple. Pourquoi s'il y a 23-24 pays qui veulent rejoindre une nouvelle banque? Eh bien, c'est parce qu'on veut sortir
des situations qui existent aujourd'hui et on veut trouver des alternatives parce qu'au bout du compte, nous qui sommes au gouvernement, nous savons qu'il existe une situation d'urgence et que les deux. Monsieur Nakamura, merci. Du point de vue des bailleurs de fonds des organisations internationales, je voudrais dire que le mot-clé, c'est rester engagé. C'est important pour l'Afrique. Nous y sommes, nous, depuis une trentaine d'années. Nous avons pris l'initiative, celle du gouvernement du japonais, le processus de TICAD depuis 30 ans, et ça se continue. Et la situation a évolué de manière spectaculaire. Si vous examinez ce qui s'est fait à la première TICAD et la 8e, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et aujourd'hui, on est en train de réviser ce processus avec Auda Nepad pour la TICAD 9, etc. Et je voudrais dire aussi que la relation entre l'Afrique et le Japon a changé aussi. On est passé de l'assistance, si vous voulez, à la création de partenariats entre égaux. Et je crois que cela perdurera pendant les 40 dernières années à venir. Et nous, les Japonais de la JICA, nous voudrions contribuer à notre histoire du développement chez nous, partager avec vous les échecs que nous avons connus. Et ça vous permettra d'éviter des erreurs en matière de développement. Donc on peut partager les connaissances pour voir ce que vous avez fait auparavant, comprendre ce qui a changé et essayer de voir comment faire pour l'avenir. Et donc, il faut continuer à dialoguer avec le continent africain. Et nous aimerions demander aux pays africains de continuer à dialoguer avec nous pour qu'il y ait une meilleure appropriation du développement de l'Afrique par les pays africains. Et il faut que ce soit les pays africains qui mènent la danse et nous allons occuper une place un peu en arrière en quelque sorte. Donc la JICA pourra sans doute contribuer à cette approche avec l'être humain au cœur de cela. Donc il ne s'agit pas seulement de parler avec l'Union africaine, mais parler avec d'autres bailleurs de fonds et ainsi partager toutes les informations, toutes les connaissances au sein de cette plateforme que l'on veut créer pour donner une bonne orientation, tirer parti des leçons que l'on peut tirer des échecs et ainsi avoir un développement prospère de l'Afrique. Voilà mes idées. Merci. Thank you very much. The key message. Merci. Le message clé ici, c'est le partenariat au niveau des pays avec la participation de tous les acteurs, se déplacer aussi vers les zones rurales. Il y a un partenariat aussi au niveau mondial. Et il y a des institutions partout dans le monde dans lesquelles il faut s'investir pour promouvoir le développement de l'Afrique. Il faudrait que ce soit un engagement mutuel. L'Afrique doit contacter ses partenaires et l'inverse est également vrai. Je crois que c'est cela qui rendra possible la mise en œuvre des actions qui sont préconisées par l'étude. Alors ici, on n'a pas prévu de donner la parole aux participants, donc je vais m'en tenir à ce qui a été décidé. Je sais qu'il y a d'autres engagements pris par les uns et les autres ailleurs. Donc à ce stade, il ne me reste plus qu'à remercier les panélistes qui nous ont proposé
une perspective approfondie sur cette étude. J'ai pris note de ce qui a été dit et les collègues l'ont fait. On va échanger ces notes. Et on va y inclure aussi les auteurs de cette étude qui ont suivi, j'imagine, le débat attentivement. Et on va profiter des informations, des points de vue des uns et des autres. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et avant de quitter la scène, je vais demander au vice-président de venir ici au podium pour que l'on prenne une photo de famille. Ce sera un souvenir de cette discussion intéressante de ce matin. Et ainsi, nous arrivons au terme de cette discussion de panel. Et je remercie également tous les participants, parce que sans vous, je crois que ça n'aurait pas été une discussion intéressante. Merci.